consentir authentiquement à la vaccination et se vacciner contre l'idéologie. C'était la question qui nous était posée. Dès qu'on a su l'arrivée des vaccins, s'est posé avec acuité le problème du consentement. Le droit était clair, nul ne saurait être vacciné contre sa volonté. Le consentement à la vaccination veut dire j'accepte d'être vacciné et j'autorise qu'on pratique sur moi la vaccination. Il est précisé que le consentement doit toujours être libre et éclairé. Donc si j'estime avoir été suffisamment éclairé, informé, avoir bien compris cette information, si j'estime que personne ne fait pression sur moi, je peux, en toute liberté, donner mon consentement à la vaccination ou refuser mon consentement. Donc la première exigence d'un consentement éclairé est de recevoir une bonne information, bonne et compréhensible. La deuxième exigence est que j'agisse librement, sans subir la pression d'un tiers. Alors réfléchissons à la première exigence. Les informations, d'où provenaient-elles? Il y avait des informations scientifiques relayées par les médias et les personnes elles-mêmes informées par les médias. Ces informations étaient surabondantes, ces informations, elles étaient souvent contradictoires, elles empruntaient le discours des sciences, qui n'est pas toujours un discours très compréhensible pour tous. Il y avait les informations données par les autorités administratives et politiques, dont la portée dépendait de la confiance que l'on accordait à ces autorités. Il y avait des informations diffusées par Internet, sans contrôle des autorités scientifiques et politiques, mais dont la véracité n'était pas évidente. En résumé, les informations nécessaires au consentement n'étaient pas toujours bonnes et compréhensibles. La deuxième exigence est que le consentement soit libre, qu'on ne fasse pas pression sur moi. Cette condition était-elle remplie? Pendant toute l'épidémie, on a fait régner un climat de peur, générateur d'anxiété, et la peur n'est pas bonne conseillère et l'anxiété n'est pas la garantie d'un bon choix. Quand le vaccin est arrivé, on a largement informé sur les effets secondaires graves qu'il pouvait engendrer, au point de définir des vaccins bons et moins bons, quitte à revenir en arrière pour dire qu'ils étaient tous de bonne qualité, à condition de prendre des précautions. On diffusait des sondages sur la proportion de personnes qui avaient l'intention de se faire vacciner. Bref, ce type d'information était générateur d'anxiété, pouvant fausser le discernement. L'autre pression qui pouvait rendre difficile l'exercice de la liberté était la pression sociale, qui s'exerçait en faveur de la vaccination, avec des arguments moraux. Penser aux autres devenait un devoir, au point de précipiter du côté du mal ceux qui refusaient la vaccination. Restait le problème le plus délicat. Quelle est l'authenticité du consentement quand la personne présente des troubles cognitifs? Les consignes des ARS pour les EHPAD, les ULD étaient claires. On doit rechercher absolument le consentement. On donnait des conseils sur la façon d'interroger les personnes, de répéter les questions. Un non un jour pouvait être un oui le lendemain, etc. On discutait de la traçabilité, le mal évaluer, les contre-indications et les coordonnées des intervenants. Mais le médecin, lequel? Celui de l'établissement, le médecin traitant, c'était jamais très clair. On précisait que si la personne n'était pas en état de donner un avis, il fallait avoir recours à des tiers.
les membres de la famille, la personne de confiance, le gérant de tutelle. Mais ce n'était pas toujours possible. Les personnes isolées sans famille, que faire? Des personnes qui n'avaient pas désigné une personne de confiance, il y en avait beaucoup. Que faire si dans la famille on recueillait des avis opposés? Que faire jusqu'au gérant de tutelle, jusqu'où le gérant de tutelle pouvait-il se substituer à la personne dont il avait la charge? Fallait-il en référer à un juge, etc., etc. Tout devenait très complexe. Et de l'extérieur arrivaient des remarques désagréables, du genre à vouloir obtenir un consentement à tout prix, on va les laisser mourir. À l'intérieur de l'établissement, on s'inquiétait pour organiser la vie de ceux qui avaient refusé la vaccination. Mais renforcer l'isolement, n'était-ce pas une autre façon de les faire mourir? On ne devait pas les juger, mais on les jugeait quand même. Il fallait faire vite, le vaccin arrivait, qui pouvait sauver des vies. La nécessité d'aller vite n'était pas bonne conseillère, n'a jamais été. Donc à la question que nous posions au début de l'entretien, du consentement, on peut répondre que le consentement libre et éclairé est une utopie désirable, à laquelle il ne faut pas renoncer. À la question « il faut se vacciner contre l'idéologie du consentement », la réponse est non. La loi est claire, aucun acte médical ne peut être effectué sans le consentement de la personne qui en bénéficie. On aurait pu rendre la vaccination obligatoire, on ne l'a pas fait, donc il fallait attendre le consentement. La loi ne définit pas l'idéal, elle définit le permis et le défendu. C'est vrai que le consentement libre et éclairé est difficile, voire impossible dans l'absolu, mais en face d'une situation, il faut savoir raison garder, même si tout n'est pas raisonnable. Et on voit bien que dans le cas des établissements où la majorité des personnes présentent des troubles cognitifs, on a trouvé des solutions, puisque la quasi-totalité des pensionnaires a pu être vaccinée avec leur consentement. Voilà.